Bonjour les pilotes! Aujourd'hui, je vais vous présenter le 4e vidéo de cette mini-série que nous avons développée pour vous sensibiliser aux bonnes pratiques de sécurité et aux risques inhérents au pilotage de drone. Aujourd'hui, nous verrons comment préparer une mission. Une préparation de mission est d'autant plus importante que la mission elle-même. Selon les types de missions et les difficultés envisageables, chacun se préparera en fonction de ses besoins. Il va de soi qu'un pilote récréatif qui souhaite faire voler son drone dans un champ pour le plaisir ne réalisera pas une planification de mission de la même façon qu'un pilote professionnel qui doit mener une mission d'inspection de barrage ou de ligne électrique de haute tension sur plusieurs jours. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti! Nous verrons ainsi aujourd'hui comment repérer et préparer sa mission dans Google Earth Pro et Google Street, les autorisations qu'il nous faut obtenir, comment préparer en fonction de la météo, donc les NOTAM, les METAR, les TAF, ainsi que l'indice KP. Nous verrons les espaces aériens et les autres aéronefs. Comment repérer les aérodromes ainsi que leurs coordonnées. Est-ce que vous avez besoin d'une assurance civile de protection? Comment faire une demande pour occuper l'espace aérien? Et enfin, comment vérifier son matériel avant le départ. Pour les besoins de la capsule vidéo, j'ai pris pour exemple une inspection de toiture d'un bâtiment dans Verdun, arrondissement de la ville de Montréal. Cette inspection se fera à l'aide d'un drone DJI Phantom 4 et, pour les besoins de la cause, nous disposerons d'un budget virtuel conséquent. Cette préparation de mission n'est pas exhaustive, mais permet de préparer un plan de vol pour une mission d'inspection simple en espace aérien contrôlé. Si vous voyez des points à ajouter, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires, c'est fait pour ça. Commençons avec la préparation sur Google Earth Pro. Google Earth Pro est un outil qui peut s'avérer très précieux quand il s'agit de planifier ses missions. Nous disposons d'une panoplie d'outils qui permettent de positionner les différents membres de l'équipe de mission virtuellement sur un site de mission. Passons maintenant à Google Street View. Dans notre navigateur, nous allons sur earth.google.com/web et vous allez dans votre zone d'intérêt. En ville, il est possible qu'un affichage 3D apparaisse. Si vous voulez avoir une vue en 2D, vous cliquez sur l'icône 2D et pour revenir en 3D, vous recliquez sur le bouton 3D. Comme nous pouvons le voir ici, le chantier est actuellement en cours. Pour avoir une vue de la rue, vous prenez l'icône du pantin et vous la déposez devant votre point d'intérêt. Nous y voyons l'étendue des travaux en cours. En vous déplaçant avec les flèches, vous pouvez ainsi voir à quoi ressemble votre mission quand vous serez sur le terrain. Attention néanmoins, les images de Google Street View ne sont pas toujours à jour, et il est donc possible que vous ayez à vous adapter sur place. Tout d'abord, nous recherchons le site d'intérêt sur Google Earth Pro et nous procédons à une première analyse rapide des lieux. Nous positionnons le drone et la zone de décollage et d'atterrissage du drone. Cette zone est de préférence assez dégagée pour permettre au pilote de maximiser son temps en vue directe avec le drone lors de la mission. Le coin nord-est semble être un bon emplacement. Nous positionnons alors la zone de décollage et d'atterrissage du drone proche du pilote. Ensuite, nous définissons la zone dans laquelle nous souhaitons procéder à l'inspection de la toiture. C'est la zone en dedans de laquelle le drone volera pour les besoins de la mission.
Quand on tourne la carte, il est possible de voir la perspective de la zone de travail du drone. Pour modifier un objet, il faut retourner dans la colonne de gauche et clic droit sur l'objet à modifier puis obtenir les infos. Nous définissons ensuite la zone en dedans de laquelle toute personne non affiliée à la mission doit être sortie, en orange. C'est notre zone de sécurité. Ensuite, nous définissons les observateurs visuels. Ceux-ci auront pour seule et unique fonction d'assister le pilote lorsque celui-ci ne sera pas en mesure de voir le drone, à cause de la bâtisse à inspecter par exemple. Les observateurs visuels ne peuvent être attribués qu'à une seule tâche. Ensuite, nous définissons les emplacements qu'occuperont les agents de sécurité. Ces personnes ont la responsabilité d'empêcher les personnes qui ne sont pas affiliées à la mission d'accéder à la zone de sécurité. Ils sont positionnés sur les chemins et autres trottoirs qui sont normalement utilisés par les passants et s'assurent de la sécurité de la mission. Nous définissons ensuite les issues de secours. Les trajets de secours permettent de s'assurer que chaque membre de l'équipe sait rejoindre un emplacement désigné comme sûr au cas où. Ensuite, nous mesurons la distance entre la zone de travail du drone et la limite de la zone de sécurité. La distance doit être d'au moins 5 mètres dans le cadre d'une opération avancée. Nous définissons ensuite les zones de passage des passants. Ces zones correspondent à des chemins, passages, plages, stationnements et tout accès public. Ces zones ne sont pas bloquées, mais les agents de sécurité savent que ce sont des zones à surveiller. Nous passons maintenant à une vue plus large. Nous définissons une zone d'1 mille nautique, la zone d'exclusion des héliports. Si un héliport se trouve dans cette zone, il nous faudra agir en conséquence.
Nous définissons ensuite une zone de 3000 nautiques de diamètre, qui est une zone d'exclusion des aéroports. Si un aéroport devait se trouver dans cette zone, il nous faudrait aussi agir en conséquence. Ensuite, nous définissons notre zone de risque de flyaway. Dans notre cas, un Phantom 4 Pro a une autonomie d'environ 25 minutes et peut voler à une vitesse de 40 km/h, ce qui correspond à un rayon de 17 km environ. Nous traçons donc un cercle de 17 km et nous relevons tous les héliports et tous les aéroports dans cette zone. Nous verrons un peu plus loin comment faire une recherche précise. Et nous allons aussi relever les directions de ces aéroports en fonction du chantier, ce qui permettra, en cas de flyaway, de savoir immédiatement quel aéroport contacter si le besoin était avéré. Il est donc toujours important de demander les autorisations des personnes potentiellement impliquées dans les missions, même s'il s'agit de survoler leur propriété. Ainsi, si vous souhaitez visiter un point d'intérêt et que vous devez survoler le terrain d'une personne, veillez à ce qu'elle en soit avertie avant le début du vol. C'est une question de gros bon sens et de bonne éducation. À noter aussi, chaque municipalité peut avoir ses propres règlements. Merci de demander avant de voler. La plupart des municipalités vous diront que c'est de la responsabilité de Transport Canada, mais il est possible que certaines d'entre elles aient des règlements propres, surtout en ce qui a trait aux opérations commerciales. Autre point important, il est interdit de voler dans les parcs nationaux, la CEPAC, proche d'aéroports militaires ou de bâtiments fédéraux, comme le Parlement d'Ottawa par exemple. Ainsi, voler sur les plaines d'Abraham ou proche de la citadelle de Québec est interdit, même avec un micro-drone. Ces zones ne sont parfois pas explicitement affichées comme des no-fly zones et il convient de faire ses recherches avant de voler dans ces coins-là. Les NOTAM, ou Notifications to Airmen, messages au personnel navigant, en français, sont des messages publiés par les agences gouvernementales de contrôle de la navigation aérienne dans le but d'informer les pilotes d'évolution sur les infrastructures. Un NOTAM peut être édité en cas de modification d'une installation au sol, de présence d'obstacles tels qu'une grue, à proximité d'un aéroport ou d'un quelconque autre danger pour la navigation aérienne. Il peut aussi définir les zones interdites de survol. Lors de la préparation d'un vol, le pilote doit consulter ces messages afin d'assurer une sécurité maximale tout au long de sa mission. Un METAR, officiellement Meteorological Aerodrome Report, mais parfois défini par Meteorological Airport Report, est un rapport d'observation météorologique et non une prévision pour l'aviation. Ce code international a été développé par les membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale et est approuvé par l'Organisation météorologique mondiale. Les données de base sont communes à tous les pays, mais certaines sections du code sont sujettes à des variantes locales. Contrairement à son titre,
le code est non seulement utilisé dans les messages provenant des aérodromes, mais également de toute station météorologique terrestre qui font partie d'un service météorologique national, comme les stations météorologiques automatiques en région. Une prévision d'aérodrome, ou TAF, de l'anglais Terminal Aerodrome Forecast, est une prévision météorologique valide pour 6 à 30 heures pour un aérodrome. C'est un terme plus large qu'aéroport, qui ne définit que les aérodromes avec aérogares et tours de contrôle, et qui facilite un encodage similaire au format METAR. Ce ne sont pas tous les aérodromes qui auront des TAF, ceux à usage local ou récréatif utilisant en général les prévisions régionales à l'aéronautique. Ces prévisions sont émises par les météorologues des pays où se trouvent les aéroports à partir des centres régionaux de prévision météorologique ou de centres spécialisés pour l'aviation selon le pays. L'indice KP, ou Planetary Key Index, est souvent utilisé pour déterminer la probabilité de voir les aurores polaires. C'est aussi l'un des indices les plus couramment utilisés pour indiquer la gravité des perturbations magnétiques mondiales dans l'espace proche de la Terre. L'indice KP est une moyenne pondérée de plusieurs indices K à partir d'un réseau d'observatoires géomagnétiques. Il indique l'activité globale des orages géomagnétiques, variations liées à l'activité solaire. La qualité de la réception des satellites qu'utilisent les drones comme aide au pilotage peut être altérée par l'activité solaire et les orages magnétiques. Ces applications vous seront très utiles pour valider la météo en prévision de votre mission. Les espaces aériens et les autres aéronefs. Les espaces aériens sont divisés en 7 catégories au Canada, mais pour faire simple, nous allons nous concentrer sur 3 groupes. L'espace aérien non contrôlé est un espace aérien qu'on appelle de classe G et est ouvert à tous les drones de moins de 25 kg tant qu'ils restent en dessous de 400 pieds au-dessus du sol. L'espace aérien de classe F est décrit en termes de dimensions horizontales et verticales et n'est en vigueur que pour une durée limitée définie. L'espace aérien de classe F peut être un espace aérien réglementé, un espace aérien à service consultatif, des zones d'opération militaire ou des zones de danger, ou encore un espace aérien contrôlé, ou un espace aérien non contrôlé, ou une combinaison des deux. Il est fortement recommandé de regarder sur les cartes aéronautiques à jour si vous avez le droit de voler à un endroit que vous ne connaissez pas. Les espaces aériens proches des aéroports, aérodromes, hydro-aérodromes ou héliports sont des espaces aériens de classe C, D ou E, et vous devez avoir une autorisation et être titulaire d'une licence opération avancée pour pouvoir voler dans ces espaces aériens. Pour faire un suivi des aéronefs équipés de transpondeurs, vous pouvez utiliser l'application Flight Radar 24 qui vous renseignera sur les vols qui ont lieu autour de votre position en temps réel. Attention cependant, tous les aéronefs n'y sont pas forcément affichés et les ballons, deltaplanes et autres tout petits aéronefs n'y seront pas affichés. À vous donc de faire preuve de diligence. D'autres applications existent, mais celle-ci fonctionne bien. Une connexion Internet est requise. Repérage des aérodromes et de leurs coordonnées. Nous avons vu tantôt qu'en faisant des recherches avec Google Earth Pro, nous avions la possibilité de repérer les aéroports avoisinant une mission. C'est seulement en partie vrai. En fait, il vous faudra faire une recherche un peu plus poussée, et c'est pour cela que nous utiliserons le site web skyvector.com, qui est une mine d'or pour qui veut pouvoir localiser les aéroports et les héliports avoisinants. Ensuite, en vous procurant le supplément de vol du Canada, vous pourrez regarder toutes les informations disponibles pour chaque installation aéroportuaire au Canada. Lorsque vous préparez votre plan de vol avec Google Earth Pro, n'hésitez pas à ajouter les informations pertinentes sur votre plan de vol, c'est-à-dire le numéro de téléphone ou la fréquence radio aéronautique de l'aéroport en question. A-t-on besoin d'une assurance civile de protection? C'est une question dont on parle peu, mais qui a son importance. Quand vous faites une mission, êtes-vous assuré? Parce que par défaut, vous ne l'êtes pas. Maintenant, pensez-y. Vous avez un drone en l'air et une bourrasque devant l'envoie sur le pare-brise d'une voiture en déplacement et cause un accident. En tant que pilote, vous êtes intégralement responsable de ce qui est arrivé et il vous incombe de payer les réparations et les frais d'hôpital le cas échéant. Je vous présente 3 assurances qui vous seront peut-être utiles. Vous savez, ma grand-mère disait « Les assurances ne coûtent cher que quand on les achète. Mais on est bien content de les avoir quand on en a besoin. » Demandez la permission d'occuper l'espace aérien.
Cette partie est surtout destinée aux pilotes qui sont déjà certifiés pour les opérations avancées, mais il est bon de montrer à quel point c'est maintenant simple de vérifier si on va voler dans un espace aérien contrôlé et facile de faire une demande d'autorisation. Quand vous allez sur le portail NavDrone de NAV Canada, vous pouvez vous créer un compte en moins de 2 minutes. Vous vous connectez et allez sur l'onglet Carte. Zoomez sur la zone dans laquelle vous comptez voler et vous verrez tout de suite s'il y a des restrictions ou pas en fonction de votre niveau de certification. Mais attention, comme je vous l'ai dit plus tôt, tout n'y est pas affiché et il conviendra toujours de faire des recherches appropriées si vous avez des doutes. Si vous souhaitez demander à occuper l'espace aérien ou faire une vérification, l'application officielle NavDrone vous sera toujours d'une aide précieuse. Vérifiez l'état de vol de votre drone et de votre matériel. Nous en avons déjà discuté lors d'une vidéo précédente sur la sécurité reliée à l'entretien du matériel. Comme tout appareil volant, les parties mobiles, et particulièrement les hélices et les bras de votre drone, sont soumises à un fort stress. Il est important de vérifier l'état de votre drone avant chaque vol. Vérifiez aussi l'état des batteries et de toute autre partie de votre drone. Si vous avez un doute, demandez-vous si vous souhaitez gagner 5 minutes ou perdre un drone. Sachez aussi que changer les pièces abîmées d'un drone coûte moins cher que de changer le drone au complet. Si vous pensez que toutes les conditions ne sont pas réunies pour procéder à un vol sécuritaire, juste ne décollez pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo aura pour sujet la sécurité pendant la mission et le vol. Si vous avez des questions ou des suggestions, les commentaires sont là pour ça. Si vous n'en avez pas, comme toujours, un pouce vers le haut fera toujours très plaisir. Merci les pilotes et à très bientôt.